Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder à nouveau cette émission, le Métronome, émission de la mi-journée sur des questions d'actualité, notamment celles qui défraient la chronique dans notre pays. Dans cette émission, nous allons énormément parler de finances, mais également de malversation financière au regard de toutes ces affaires qui défraient la chronique dans la haute administration et dans les entreprises publiques ou parapubliques depuis la semaine dernière. Quel mécanisme en mettre en relief pour enrayer ces écarts dans la haute administration, dans ce qui concerne la gestion des fonds alloués à ces différentes entreprises, les investissements aussi. Quelle politique de lutte contre la corruption devrait-on mettre en place au Gabon malgré le cadre légal qui existe et qui encadre justement ces différentes politiques de lutte contre la corruption et les malversations financières au Gabon? On a comme l'impression que c'est en permanence la mythologie du rocher de Sisyphe, donc, qui revient à la surface à chaque occasion. Pour évoquer ces questions, je suis avec une personnalité du monde de la finance et de la banque au Gabon. J'ai le plaisir de recevoir dans cette émission le métronome de ce 11 décembre 2024, David Kevin Ngama. Monsieur Ngama, bonsoir. Bonsoir, M. Pambo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour que vous nous aidiez à décrypter l'actualité en rapport avec cette actualité sur les malversations financières qui ébranlent certaines administrations, certaines entreprises du public et du parapublic, non sans mettre en relief le marqueur sur les mécanismes qui pourraient davantage renforcer les politiques visant à pouvoir enrayer justement ces différents crimes financiers. Alors, je vais, avant qu'on aille dans le vif du sujet, permettre à nos téléspectateurs d'avoir une idée précise sur votre profil. Vous êtes David Kevin Ngama, diplômé en comptabilité avec mention, distinction de la Haute École de la Ville de Liège en Belgique, titulaire d'un diplôme d'études supérieures, d'ES, en banque de l'Institut technique des banques de Paris en France. Vous avez une longue carrière professionnelle, 23 ans, acquise à la BICIG, à Ecobank, mais également à Citibank. Vous avez occupé pendant près de 10 ans la fonction de directeur des opérations de la technologie. Aujourd'hui, David Kevin Ngama, vous êtes consultant senior du cabinet AE Consulting, où vous mettez votre expérience et votre réseau au service d'une clientèle diversifiée. Vous avez donc une connaissance parfaite du microcosme économique national. Avant que nous allions sur le volet consacré aux malversations financières qui défraient la chronique au Gabon, je vous permets de revenir sur cette autre actualité en rapport avec la lutte contre la corruption. C'était le 9 décembre dernier, avant-hier. On a célébré à travers le monde la journée mondiale de lutte contre la corruption dans le secteur du transport. Au Gabon, l'événement a été présidé par le Premier ministre, chef de gouvernement Raymond Donsima. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation, la corruption peine encore à se défaire des mentalités. Dans les transports, objet de cette journée internationale de lutte contre la corruption, le phénomène prend des proportions inquiétantes. Ce thème est aussi porteur de nombreuses questions pour l'État, en quête d'une meilleure gouvernance publique, conformément à l'objectif que le président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a assigné au gouvernement au travers de la feuille de route de la transition. Qu'est-ce que la corruption dans le secteur des transports? N'est-ce pas l'ensemble des tracasseries que l'on rencontre sur les axes routiers ou les ports? Ces tracasseries se caractérisent dans le domaine routier par la multiplication de barrières pour recruter les usagers des routes ou pour percevoir des pots de vin auprès des transporteurs. La corruption dans le secteur des transports a des conséquences dévastatrices pour l'économie de notre pays. Les distorsions de la concurrence, qui devient ainsi déloyale entre les entreprises de transport, dont certaines versent les pots de vin, tandis que d'autres ne les versent pas. Ensuite, les augmentations des coûts du commerce et des échanges commerciaux, en étant au final un obstacle au développement économique et social. Puis, des baisses de recettes douanières, des entrées de produits de mauvaise qualité et impropres à la consommation sur le territoire, avec des risques pour la santé des personnes et des animaux. L'augmentation des coûts d'exploitation du transport. Faisons par
partie de la feuille de route du gouvernement de la transition, la lutte contre la corruption dans son ensemble et particulièrement dans le transport doit faire l'objet d'une implication de tous les acteurs. Nous devons remonter la pente en enrichissant les dispositifs de prévention et de répression actuels. Classé 136e sur 180 pays faisant l'objet de l'évaluation indice de perception de corruption publiée par l'association Transparency International en 2023, notre pays ambitionne, à travers les efforts de lutte contre la corruption, d'atteindre le dernier palier de ce classement. Voilà, David Kevin-Gama, vous venez de regarder ce reportage de nos confrères de la presse de la primature sur cette célébration de la journée mondiale de lutte contre la corruption dans le secteur lié donc au transport. Il y a ce classement peu élogieux finalement, le Gabon qui occupe la 136e place sur 180 pays, l'indice de perception, l'évaluation faite par Transparency International, 136e sur 180. Ça veut dire que la situation est catastrophique. Oui, catastrophique, on peut dire, mais il faut relativiser. Les indices sont en fonction de certains critères. Et n'oubliez pas que la corruption, c'est d'abord une question de perception. C'est une question de perception. Mais lorsque vous regardez tout ce qui est mis autour pour lutter contre la corruption au Gabon, je crois que nous sommes sur le bon chemin. Maintenant, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que ce que nous avons fait jusque-là, peut-être, n'arrive pas encore à réduire, sinon à mitiger complètement le risque de corruption. Ce sont des mécanismes à mettre en place. Vous savez, Einstein décrivait la folie comme étant le fait de faire la même chose 2 fois et espérer un résultat différent. Ce qui veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, je prends l'exemple des entreprises publiques. Ces entreprises devraient, à mon avis, se mettre aux normes, c'est-à-dire avec un fonctionnement, malgré qu'elles soient publiques, mais avec un fonctionnement comme celui du privé. D'accord. Vous allez revenir sur cette explication d'David Kevin-Ngama. Là, on a fait un point sur ce reportage en rapport avec cette célébration de la Journée mondiale de lutte contre la corruption dans le secteur de transport. Et on est revenu sur ce classement du Gabon. On a dit peu élogieux, 136e sur 180 pays en matière d'indice de perception de corruption. Il y a un autre classement, celui élaboré par la fondation Mou Ibrahim. Le Gabon occuperait la 33e place, donc le 33e rang africain sur 54 pays en matière de bonne gouvernance. Et là, j'en viens à cette fenêtre que vous avez ouverte quand vous avez évoqué la haute administration et les entreprises publiques ou parapubliques. Vous savez que depuis la semaine dernière, il y a certaines entreprises gabonaises qui sont ébranlées par des soupçons de malversation financière. La Poste, l'ACNAMGS, l'ARTEF, Gab Oil. Alors, en tant que spécialiste du domaine des finances et de banque, comment avez-vous réagi lorsque vous avez eu ces informations sur ces scandales financiers dans la haute administration et dans les entreprises privées ou publiques ou parapubliques? Monsieur Pambo, en tant que Gabonais, lorsqu'on regarde ce type d'actualité, on ne peut pas être honoré. Parce que nous avons aujourd'hui, la compétition aujourd'hui, ce n'est plus à l'intérieur du Gabon, c'est une compétition mondiale. Donc lorsque avec Internet, des informations comme celle-ci vont à la vitesse de, on va dire Mach 2, Mach 3, Mach 4. Mais le plus important pour moi, c'est, comme je vous disais, que l'on analyse de manière froide les mécanismes que nous mettons en place pour lutter contre la corruption. Parce que la corruption n'est pas un fait gabonais. Il y a de la corruption dans tous les pays. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que l'une des solutions serait tout simplement l'état de droit. Qu'est-ce à dire lorsqu'on parle d'état de droit? C'est-à-dire si des gens ont l'impression qu'il y a un sentiment ou une perception d'impunité, alors les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets. Ce n'est pas la première fois que certains hauts responsables sont pointés du doigt. Bien sûr, entre guillemets, avec la présomption d'innocence. Moi, je pense que le problème réside dans les procédures, dans la manière de contrôler ces entreprises. Parce que c'est de l'argent public. N'oublions pas cela, M. Pambo. Dans d'autres pays, vous avez des grosses structures publiques, mais lorsque vous regardez au quotidien la gestion, c'est quasiment une gestion du privé. D'accord. Avec une certaine rigueur et une orthodoxie dans
les aspects financiers. Mais on sait quand même que le Gabon a ratifié certaines conventions à l'international pour mettre en place un cadre qui lui permet de pouvoir justement faire respecter les mécanismes en matière de bonne gouvernance. Il y a des entités qui existent, la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Il y a l'Agence nationale d'investigation financière qui existe également. Il y a la Cour des comptes. Autant de structures, d'organes qui existent, mais pourtant, la Commission, par exemple, nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite existe depuis 2001. Donc ça fait 23 ans que cette commission existe. Comment comprendre qu'on a autant d'organes, de structures qui existent, pourtant le Gabon reste un pays où la corruption est endémique? Je vais vous prendre un exemple simple pour parler un peu Nous avons certes les structures, mais posons-nous la question de savoir pourquoi nous avons un si faible nombre de procès. Parce que la Commission nationale d'enrichissement illicite a un travail en amont, mais lorsque les dossiers sont transmis, par exemple, au parquet, il faut voir les statistiques. Est-ce que ces statistiques-là sont parlantes? On se pose la question. Maintenant, il y a, dans certains pays industrialisés, avant même de parler de la lutte contre la corruption, il y a des mécanismes. C'est l'état de droit. Lorsque vous accédez à certaines fonctions, vous devez déclarer déjà vos biens. Monsieur Pambo, vous savez que c'est très facile pour évaluer la richesse de quelqu'un et de savoir si cette richesse a une origine douteuse ou pas. J'arrive à une fonction, je prends un exemple, je suis nommé aujourd'hui, j'arrive à une fonction. On doit pouvoir savoir que monsieur Ngama, au moment où il prend ses fonctions, il est propriétaire de 2 villas, avec preuve à l'appui. Il a dans son compte en banque tant, etc. etc. Donc il faut qu'on ait une idée précise sur votre patrimoine. Il faut qu'on ait des procédures rigoureuses. De telle sorte que, demain, lorsque la commission, par exemple, peut se saisir des dossiers, si M. Ngama, après 1 an en fonction, M. Ngama a des maisons qui valent 800 millions, M. Ngama a des biens évalués à plus d'1 milliard, alors qu'on sait que vous gagnez tant par mois, c'est facile à évaluer. Maintenant, c'est un problème de personne. C'est un problème, comme je disais, d'état de droit, de rigueur et d'application. Quand vous parlez de problèmes de personnes, c'était des problèmes de personnes par rapport à l'état de droit, à l'application de la loi. À l'application de la loi. Alors, revenons sur les aspects liés aux mécanismes techniques. Comment est-ce que ces mécanismes-là peuvent être renforcés pour faire en sorte que la gouvernance ou la gestion de ces entreprises ou de ces administrations soit conforme à l'orthodoxie? Puisque si on prend le cas de Gab Oil par exemple, ce qui fait tomber aujourd'hui le PCA, l'ADG et certains de leurs premiers proches collaborateurs, c'est le fait que le PCA par exemple est tapé dans la caisse, passez-moi l'expression, 46 millions de francs CFA pour le financement d'activités qui n'ont rien à voir avec les missions régaliennes dévolues à Gab Oil. On a pris 46 millions de francs CFA pour financer des activités dans le cadre d'une campagne référendaire, alors que Gab Oil, aujourd'hui, est surendetté. On parle de plus de 100 milliards de francs CFA, dont une dette due à la Sogara de 50 milliards de francs CFA. Alors, comment expliquer ce genre de situation? Non, mais c'est simple à expliquer. C'est un problème de personne et c'est un problème de procédure. La procédure est une ligne rouge. Quand vous décidez de l'enfreindre, vous savez à quoi vous en tenir. Je mettrai ma main au feu. Gab Oil a un organigramme bien clair. On sait qui fait quoi, qui a l'autorisation de faire quoi. Et lorsque des gens prennent des engagements, ces gens-là savent très bien les conséquences. Donc, une entreprise, elle a des procédures. On sait très bien dans quel contexte engager des dépenses. Donc, si vous engagez des dépenses qui n'ont rien à voir avec ce qui est prévu par les procédures, vous savez très bien que vous êtes en porte-à-faux. Donc là, on est en plein dans le détournement de fonds. C'est quoi le détournement de fonds? Mais si on regarde dans oui. sa définition basique, détourner des fonds, c'est vous avez des fonds qui sont alloués pour un objectif. Une fois que vous changez cet objectif, vous l'avez détourné, même si l'objectif est sain. Maintenant, on parle de malversation lorsque l'objectif n'est pas sain. Vous pouvez avoir une dépense qui avait été prévue, par exemple, pour construire un siège, etc. Et le conseil d'administration peut se réunir pour dire, bon, ce budget qui avait été affecté pour le siège peut être maintenant, on va
prioriser, par exemple, un problème d'environnement. Mais dans ce cas précis, Gapol, 46 millions de francs CFA pour financer des activités en rapport avec le référendum. Où est le lien avec les activités régaliennes de Gapol? Monsieur Pambo, il n'y a pas de lien. De manière claire, comme ça, il n'y a pas de lien. Gab Oil, nous connaissons son objet social. Donc, si on parle de référendum et on parle d'une entreprise publique, vous voyez bien qu'il y a quand même une incongruité. Mais c'est comme je dis, c'est un problème de personne. Parce que lorsque vous avez des mécanismes et les gens savent qu'il n'y a pas d'impunité, les gens ne peuvent pas prendre ce genre de décision. Parce que les gens qui signent, qui ordonnent la dépense, savent très bien que cette dépense n'est pas en rapport avec les textes de l'entreprise. Tout est une question de procédure. Donc lorsque les procédures, déjà, moi je pense qu'au Gabon, nous avons des bons textes. C'est l'application et c'est un problème d'homme. Et pour résoudre ce problème, c'est l'état de droit. Il faut faire, à mon avis, des exemples. Il faut appliquer. S'il y a 2 poids 2 mesures, et lorsque quelqu'un d'autre viendra en poste, bon, il est tenté de faire la même chose, mais s'il y a des choses, il y a des contrepoids. Je vous prends un exemple. La banque, le métier d'où je viens, c'est l'un des métiers les plus normés. Lorsque vous posez un acte, quand vous signez sur un document, vous savez très bien à quoi ça vous engage. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle dans le jargon les contrôleurs permanents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là pour contrôler la banque de manière permanente. Parce que l'audit interne, on peut avoir un auditeur interne, mais ce que les gens oublient, c'est que l'audit interne, c'est un contrôle a posteriori. C'est-à-dire l'auditeur a un plan de contrôle annuel. Donc il peut venir dans un département 1 fois par an, mais le mal est déjà fait. Les contrôleurs permanents, par exemple dans le privé, ont cette facilité d'avoir la gestion au quotidien. Ça veut dire, pour vous, vous estimez, vous avez, on l'a dit, une grande expérience dans le domaine bancaire, près d'un quart de siècle, donc bientôt 25 ans dans le monde de la banque. Vous pensez qu'il faut implémenter ce modèle-là dans l'administration publique, ce modèle de gestion? Mais comme je vous disais tout à l'heure, il faut faire autre chose. Ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, peut-être n'a pas encore les résultats escomptés. Maintenant, il faut faire autre chose. Si nous implémentons, à mon avis, la rigueur, on va dire supposée, du privé dans le public, je pense qu'on peut avoir des résultats escomptés. Maintenant, il faut regarder l'applicabilité, il faut regarder les textes, etc. Mais moi, je pense que c'est une question d'organisation. C'est une question de procédure et in fine, on peut avoir tous les outils de contrôle, on peut avoir toutes les procédures. Mais si vous avez des cas d'association de malfaiteurs, où vous avez 5-6 responsables qui sont impliqués dans un détournement, vous voyez que ce ne sera pas facile. Mais, a posteriori, l'audit peut arriver et déceler. On revient à l'état de droit dont vous parlez. L'état de droit, ça suppose évidemment que l'État se conforme lui-même au respect de la loi. L'État, j'entends par l'État, ceux qui incarnent même cet État, la République, donc ceux qui ont la responsabilité de la gestion du pays, notamment le pan exécutif. Il y a la présidence de la République, il y a le gouvernement, notamment donc arriver à définir une ligne de démarcation entre l'exécutif et l'administration, puisque ce qui a été observé lors des dernières années du second mandat de l'ancien président déchu aujourd'hui, c'est que ces entreprises qui sont aujourd'hui dans l'œil du cyclone ou qui sont nommément citées comme étant responsables de malversations financières, comme la CNAMGS, comme Gab Oil, comme la Poste, ou l'ARTEF même, toutes ces entreprises ont souvent financé plusieurs activités qui n'étaient pas du tout en lien avec leur principale mission. Est-ce que le problème ne réside pas là? Le fait qu'au sommet de l'État, on veuille perpétuer ce type de rapport de fonctionnement, non? Vous voulez parler de la ligne de démarcation ou de l'implication du politique dans la gestion des structures? Exactement. Pour moi, c'est comme je vous le dis, ce n'est pas le problème principal. C'est un problème de personne et d'état de droit. Vous pouvez arriver au pouvoir, vous nommez vos amis à des entreprises, etc. Mais lorsque vous les nommez, assurez-vous au moins qu'ils aient la compétence. Voilà un premier problème, le choix des personnes qui vont animer certaines structures. Maintenant, lorsque vous nommez un ami, un frère,
à une fonction, si déjà il n'a pas les compétences pour, vous-même vous le savez, au fond de vous, que ce monsieur, je l'envoie à la limite au casse-pipe. Et qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il arrive dans une structure comme ça? Il n'a aucune formation, il n'a c'est-à-dire aucune appétence sur la gestion de la chose publique. Et il gère des milliards. Que va-t-il faire? La réponse est claire. Il y a le choix des personnes. Maintenant, in fine, même si la personne est compétente et qu'elle a des problèmes d'attitude, il faut que cette personne soit rattrapée par l'état de droit. C'est-à-dire l'absence d'impunité. Lorsque les gens arriveront en fonction et sauront que, avant que je prenne mes fonctions, on doit d'abord analyser mon patrimoine, mais c'est facile après. Après 5 ans de gouvernance, on peut évaluer mon patrimoine en fonction de mes émoluments mensuels. Imaginez quelqu'un qui gagne 500 000 francs, et après 1 an en fonction, il a peut-être un salaire de 2 millions, il a été nommé, il est passé de 500 000 à 2 millions. On sait estimer quelles sont vos charges mensuelles en fonction de votre revenu. Le revenu prouvé. Mais si, après 1 an, vous justifiez d'une villa de 1,5 milliard, on va se poser la question, comment avez-vous fait? Et vous serez incapable de dire aux enquêteurs comment vous avez fait pour construire une maison d'1 milliard. Puisqu'on va vous dire, monsieur, vous gagnez tant. Si vous gagnez tant, voilà les limites de vos charges domestiques, etc. Il peut vous rester tant. Vous pouvez investir tant, mais c'est facile à faire. Dans certaines grandes démocraties, que nous prenons souvent pour exemple, vous voyez les scandales financiers qu'il y a. C'est parce qu'il y a des structures. Parfois, la justice elle-même s'auto-saisit. Par simple dénonciation, la justice ouvre une information financière et ça donne parfois des résultats escomptés. Alors, vous avez parlé dans ces mécanismes-là de, finalement, des limites des audits internes organisés dans ces différentes structures. Vous pensez qu'il serait peut-être mieux qu'il y ait des audits qui soient faits de façon permanente à l'année, justement, pour avoir un regard appuyé sur la gestion des fonds qui sont alloués à ces différentes structures-là. Selon vous, ces audits qu'on devrait mener de façon permanente sont organisés par qui? Les entités indépendantes? Ce n'est pas de l'audit. Ces contrôles dont vous parlez? Voilà, je vous ai pris en fait l'exemple de la banque. Oui. C'est-à-dire dans la banque, vous avez le contrôle permanent et le contrôle périodique. Je vous expliquais tout à l'heure que le contrôle périodique, comme le nom l'indique, il se fait, on va dire 1 fois par an, etc., en fonction du plan d'audit. Quand l'auditeur arrive, le mal est déjà fait. Or, les contrôleurs permanents, eux, ils analysent l'activité au quotidien. Ils viendraient de quoi? D'une entité indépendante? D'où exactement? Non, de l'administration publique, du monde, dans une du entreprise monde des publique, finances? on peut imaginer. Déjà, vous avez le contrôleur interne. Parfois, les gens ne font pas bien le distinguo entre l'audit et le contrôle interne. Le contrôle interne, c'est lui qui doit faire le contrôle permanent. Et l'auditeur vient après faire du contrôle périodique. Donc, et ça a l'avantage, je vous prends l'exemple dans les banques. Dans les banques, on a ce qu'on appelle le contrôle inopiné. Un caissier sait qu'en fin de journée, il peut avoir un contrôleur qui arrive de manière inopinée et qui vient faire la caisse avec lui. Quelle sera l'attitude de ce caissier? Il saura que, attention, il est surveillé. Et le jour où il se fait prendre, il est sanctionné par rapport au règlement de l'entreprise. S'il y a l'impunité et s'il n'y a pas l'état de droit qui s'applique, si on n'est pas rigoureux, les gens seront toujours tentés. Mais quel pouvoir finalement va disposer les contrôleurs internes dans ces différentes structures, sachant que selon la configuration aujourd'hui, ils semblent être plus ou moins à l'étroit face à la toute-puissance des présidents des conseils d'administration, des administrateurs directeurs généraux ou des directeurs généraux. Est-ce que vous pensez que dans nos entreprises, dans nos administrations publiques, un contrôleur financier a ce poids-là qui lui permet de pouvoir mener à bien ce type de mission? En principe, oui. La direction du contrôle interne a ses pouvoirs qui sont connus de tous. Donc, c'est maintenant un problème de personne et d'éthique. Comme les anglophones disent souvent, « If you see something, say something ». Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Ben, si vous voyez des malversations se faire devant vous et que vous ne les dénonciez pas, vous êtes complice. Et en droit, le coupable et ses complices sont cousus dans le même sac. Donc, moi, je pense que la gouvernance est un problème d'abord juridique. C'est-à-dire qu'il faut mettre les mécanismes
qui fasse en sorte que ceux qui arrivent à des fonctions d'autorité, des administrateurs de crédit, des ordonnateurs de dépenses, ces gens-là doivent savoir que, premièrement, quand ces gens arrivent au pouvoir, on doit pouvoir connaître leur patrimoine. Ça, c'est quelque chose qui doit être répandu dans le pays. Y compris dans les fonctions électives, etc. Vous arrivez, vous êtes maire d'une commune, on doit connaître votre patrimoine. Et après 5 ans de mandat, on doit pouvoir se dire, ce monsieur a eu une gestion rigoureuse. Il n'a pas fait preuve d'enrichissement illicite. Parce que le terme, c'est enrichissement illicite. Quelqu'un peut s'enrichir, normalement. Si vous avez un salaire de 5 millions et que vous ayez une villa, on va dire, de 35 millions, c'est jouable. On peut évaluer, on dit, ce monsieur, par exemple, a pris un crédit. En fonction de sa quotité cessible, il a pris un crédit, il a conçu une maison, etc. C'est des choses qui sont vérifiables. Mais maintenant, c'est à nous de donner les pouvoirs à cette commission. C'est à nous d'étendre. Si nous donnons plus de pouvoir à cette commission, les gens se sentiront obligés. Lorsque ils arrivent au pouvoir, ils arrivent à des fonctions, les gens seront obligés de se conformer. Parce que quand vous faites une déclaration, vous remplissez, est-ce qu'on vérifie? Il y a aussi ça. Est-ce qu'on vérifie la véracité des informations que vous donnez lorsque vous faites votre déclaration de patrimoine? Vous pouvez être propriétaire d'une cité de 10 maisons. Ben, on a bien vu au Gabon certaines personnalités ayant eu des antécédents être à nouveau reconduits à des postes de responsabilité. Parfois, on assiste simplement à des simples jeux de chaises musicales. Monsieur Pamboya, la présomption d'innocence qui existe. Vous pouvez être à une fonction X aujourd'hui, faire l'objet de soupçons et être blanchi. C'est ça l'état de droit. Si vous êtes blanchi, la société a quand même ce devoir de vous laver officiellement. Bon. Donc le fait de vous renommer à une autre fonction n'est pas, on va dire, c'est pas quelque chose de négatif. C'est l'inverse qui serait aberrant. Quelqu'un qui a été condamné, qui a détourné des fonds de manière exubérante, de manière ostentatoire, bon, lorsque cette personne est nommée, là, malheureusement, je ne suis pas dans le secret, c'est du domaine de la politique. Alors, on est depuis le 30 août 2023 dans une période de transition, d'exception, donc au Gabon. Le Comité pour la transition, la restauration des institutions a donc œuvré depuis le 30 août 2023 à lancer un processus de restauration du Gabon dans tous ces différents secteurs d'activité. On a été habitué durant les années précédentes à ce que ceux qui sont en responsabilité dans l'administration ou dans les entreprises publiques ou parapubliques soient finalement redevables à l'autorité de nomination ou bien à ceux qui les ont nommés. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Gabonais a du mal à pouvoir justement se défaire de ce lien sulfureux qui existerait entre le politique et les responsables de la haute administration ou des entreprises, puisque on l'a dit, on l'a vu et lu dans la presse, il y a des entreprises qui ont financé plusieurs activités qui n'avaient rien à voir avec leur mission. Des activités politiques, des activités sportives. On est loin là de l'orthodoxie en matière de gestion des finances publiques. Il n'est pas interdit pour une entreprise de financer des activités qui n'ont rien à voir avec son objet social. Même les activités politiques. Il faut que ce soit encadré. Pour soutenir des candidats, notamment ceux qui sont au pouvoir. Dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle les dons. Vous avez des rubriques dans les entreprises de sponsoring. Mais on peut, non, mais dans le cas, le sponsoring existe bien dans la comptabilité des entreprises. Et on peut également donc financer les activités des partis politiques de l'opposition. Pourquoi seulement celui qui est au pouvoir? Non, ne rentrons pas dans le débat opposition-pouvoir. Oui, mais puisqu'il s'agit là de liens sulfureux, jugés sulfureux entre les politiques et l'administration en matière de gestion orthodoxe des finances. C'est jugé sulfureux. Restons sur l'exemple que vous avez pris. Des entreprises qui financent autre chose que leur objet. C'est prévu. Vous pouvez faire du sponsoring. À chaque entreprise de décrire le mode, ok? Il y a des entreprises qui, dans leur procédure, disent clairement qu'elles ne financent pas telle ou telle activité. Il faut l'écrire. Maintenant, les œuvres caritatives, etc. Chaque entreprise doit décrire. Donc, lorsque on arrive dans des situations où vous êtes sollicité, vous savez très bien que ce n'est pas prévu dans les textes. Vous savez que ça va donner lieu à un scandale financier plus tard. Dans d'autres pays, lorsque ce scandale éclate, c'est parce qu'il y a des contre-pouvoirs.
il y a des structures qui sont en charge de la vérification du financement des campagnes politiques. Lorsque nous allons arriver là, vous serez aussi surpris des résultats. Et c'est pour ça que je vais revenir sur ce terme que j'aime bien, l'état de droit. Et c'est cet état de droit qui amène certaines grandes démocraties à mitiger les impacts de la corruption ou de la malgouvernance. Alors, la mise en place de cet état de droit au Gabon, il bute à quel niveau? Parce qu'on a quand même vu, lors de l'arrivée du CTRI à la tête du Gabon le 30 août 2023, on l'a vu, les jours qui ont suivi, une vaste opération de lutte contre la corruption, on va dire, à travers l'arrestation et la découverte de plusieurs milliards de francs CFA dans certains domiciles des anciens collaborateurs de l'ancien chef de l'État. Comment comprendre qu'une année plus tard, des responsables des entreprises et de la haute administration au Gabon s'adonnent toujours à de telles pratiques? Est-ce que ça veut dire que les Gabonais ont du mal à pouvoir se défaire de ce type de comportement où la corruption est finalement érigée en véritable sport national? Qu'avons-nous observé après le 30 août? Nous avons vu des images à la télévision, vous et moi, où on a retrouvé des sacs d'argent liquides. Une des problématiques de nos économies, c'est le cash. Il faut réglementer l'utilisation du cash. Vous verrez que si on réglemente le cash, beaucoup de gens auront des difficultés à faire dans la corruption, justement. Et comment réglementer, justement? Il faut prendre des textes de loi. Et si j'ai bonne mémoire, en principe, au Gabon, il y a un texte qui dit qu'une opération de plus de 500 000 ne doit pas se faire en espèces. Je vais vérifier le texte, mais j'ai bonne souvenance de ce texte. C'est pour ça que je dis maintenant, c'est les hommes. Si aujourd'hui, on revoit ce seuil, ok, à la baisse, on met les mécanismes de l'économie, on va dire, de la monnaie digitale, scripturale, etc., on limite l'utilisation du cash, vous verrez que les gens auront de plus en plus de mal à corrompre. Parce que c'est quoi les mécanismes? C'est les rétrocommissions. Je vous donne un marché, vous m'amenez un sac de sport où il y a 200, 300 millions de francs. Physiquement. Alors, si aujourd'hui les banques ont évolué, vous ne pourrez pas aller déposer cet argent à la banque parce qu'on va vous demander l'origine des fonds à partir d'un certain montant. Donc, vous gardez ces sacs chez vous et vous agissez en cash. Parce que la loi vous permet de faire certaines transactions en cash. Il y a des gens qui vont payer des voitures qui amènent 20, 40 millions en cash. La réduction, la limitation du cash peut résoudre le problème de la corruption. Une entreprise a obtenu un marché par vos faveurs, elle va réfléchir 10 fois comment elle va faire pour vous donner la rétrocommission. Parce que si elle fait un virement dans votre compte, le gestionnaire va être alerté, va dire, monsieur, votre compte est pour votre salaire. Vous venez de recevoir 300 millions de telle entreprise. Est-ce que vous pouvez nous justifier l'origine des fonds? Il faut mettre des verrous. Il faut mettre des verrous. Et l'une des solutions pour la lutte contre la corruption, c'est la problématique du cash. Quand le cash circule, on ne peut rien. Si vous allez acheter un véhicule à Toyota et que Toyota, pour ne pas faire leur publicité, c'est un exemple que je donne. Si vous allez acheter un véhicule et vous arrivez, on vous dit vous payez comment? En cash. Mais si c'est interdit par la loi, on va vous dire, monsieur, par exemple, les montants de plus de 500 000, on ne peut pas recevoir du cash, faites-nous un virement ou un chèque. C'est une question de traçabilité. Alors, le corrompu ou le corrupteur, ces deux personnalités ont peur de la traçabilité. Donc, il faut résoudre les problèmes de traçabilité. Alors, on sait que le Gabon, évidemment, vous l'avez dit, le Gabon a des très bons textes. Il y a un cadre légal, législatif qui a été mis en place pour lutter contre cette corruption endémique, contre les malversations financières. Il y a de la prévention qui est faite aussi en rapport avec cette célébration de la journée mondiale de lutte contre la corruption dans le secteur du transport le 9 décembre dernier. Mais la phase liée aux sanctions, on a l'impression qu'à ce niveau-là, l'État gabonais a du mal à pouvoir véritablement renforcer le cadre ou les mécanismes qui devaient être mis en place pour pouvoir
sanctionner ceux qui se rendent coupables des crimes financiers ou de malversations financières malgré ce cadre législatif, malgré l'existence par exemple des tribunaux spécialisés qui existent dans notre pays. Pourquoi est-ce qu'on a du mal justement à pouvoir sanctionner ceux qui se rendent coupables de tels écarts? Je ne vais pas m'aventurer dans la brume. Et je ne serai pas tenté de dire des choses que je ne maîtrise pas. Vous parlez de sanctions. Ça veut dire l'application stricte de la loi. Vous faites ceci, c'est qualifié comme étant un crime économique et on vous sanctionne. Ces textes existent, les sanctions existent. Nous avons vu beaucoup de hauts cadres du privé comme du public aller en prison. Être libérés par la suite pour certains, sans que leur culpabilité n'ait été établie. Lorsque vous avez purgé votre peine, vous êtes libre. Lorsque vous avez purgé votre peine, vous êtes libre. Si la justice vous condamne à 2 ans de prison, vous avez été l'auteur d'un scandale financier, on vous condamne à 2 ans de prison. Mais après ces 2 ans, vous êtes libre. Est-ce que c'est la justice spectacle? Parce que le problème, c'est Non. que ces hauts responsables de l'administration ou de ces entreprises publiques et parapubliques qui ont été emprisonnés sous l'Ancien Régime, par exemple, ont été emprisonnés à renfort de grands tapages médiatiques et ils ont fini par être libérés lorsque le CTRI arrive au pouvoir sans qu'on ne sache réellement si ils avaient fauté ou pas. Non, M. Pambo, je ne m'inscris pas sur ce chemin parce que ces gens n'ont pas été libérés par enchantement. Vous parlez de l'équipe de M. Lacluche, les Bla Boys, comme on a dit. Ils n'ont pas été libérés par enchantement ou par complaisance. Il y a des peines, il y a des procès, il y a des peines qui ont été prononcées, etc. Si on vous condamne à 2 ans de prison et que vous avez déjà fait 2 ans de détention préventive, vous sortez. La justice gabonaise, à mon avis, a tous les moyens. La justice gabonaise travaille, et travaille sérieusement. Malgré les soupçons de corruption, mais la justice gabonaise, elle sait lire le droit quand il faut. Elle sait dire le droit. Donc, donnons les moyens à la justice. Attaquons-nous aux vraies problématiques. Rendons surtout la justice indépendante. Rendons la justice indépendante. Elle l'est. Mais est-ce qu'elle a tous les moyens pour travailler? Rendons la justice indépendante. Spécialisons notre justice. Et nous avons tous les tribunaux, le tribunal de commerce, le tribunal spécial, etc. Les crimes économiques, si ce n'est pas suffisamment traduit sur les textes, renforçons notre corpus légal. De telle sorte que lorsque les gens vont arriver à des fonctions où ces gens manipulent de l'argent public ou privé, on peut aussi imaginer, mais les gens doivent savoir qu'il y a un corpus légal. C'est comme une épée de Damoclès. Mais si vous avez l'impression que j'ai été nommé parce que je suis l'ami de Snelange Pambo, donc je peux faire ce que je veux, on ne va rien me faire. L'impunité. On a besoin de changer nos mentalités. On a besoin aujourd'hui que les Gabonais qui arrivent à des fonctions de responsabilité aient cet amour pour leur pays. Le crime financier, le crime économique et financier, le terme crime, il est bien là. Monsieur Pambo, lorsque vous détournez, je prends un exemple, 10 milliards de francs CFA. Vous savez très bien ce que 10 milliards de francs CFA peut faire. Combien de couveuses on peut payer pour un hôpital? Combien d'électrocardiogrammes on peut payer? Mais c'est un crime. Parce que cet argent public, c'est la sueur de notre front. À tous, nous payons des impôts. Ça veut dire que ces crimes financiers ont un réel impact négatif sur le processus de développement du Gabon. Exactement. Exactement. Donc, lorsque vous détournez de l'argent public, en fait, vous faites du mal à vos compatriotes. Parce que les impacts sont ce que je viens de vous citer. On vous confie un projet, vous êtes à une structure, vous devez gérer un projet. L'objectif du projet, il est connu. On prend le cadre de la route. Si vous détournez les fonds, mais qu'est-ce que vous créez? Des zones enclavées? Pas de possibilité du commerce interprovincial, etc. Et après, c'est les accidents, c'est des morts d'hommes. Mais vous qui avez détourné ces fonds, vous savez que vous êtes à l'origine de cette situation. Tout, quand vous regardez bien, tout revient à l'état de droit. Et c'est l'état de droit qui fait
du Gabon une république. Lorsque on va avoir dans notre mentalité que l'état de droit s'applique, s'impose à tous, vous verrez que les mentalités vont d'elles-mêmes changer parce qu'il y aura des mécanismes qui vont permettre. La corruption ne va pas disparaître, les détournements ne vont pas disparaître, mais l'objectif, c'est qu'ils tendent vers zéro. Donc c'est un processus. Comment ça doit tendre vers zéro? Il faut déjà analyser, est-ce que les outils de contrôle que nous avons mis en place fonctionnent réellement? Sinon, quelles sont les causes? Vous avez parlé tout à l'heure de l'imbrication entre la politique, l'orthodoxie, la gouvernance. Il faut dénouer tout ça. De telle sorte que j'arrive au pouvoir, je suis nommé à une fonction, M. Snelange Pambo m'a nommé, il est mon ami, on est du même parti, etc. Mais lorsque vous arrivez dans cette entreprise, l'entreprise a des textes. Et vous saurez très bien que si je signe ici, je franchis la ligne rouge. Mais si vous franchissez des lignes rouges et que vous ne voyez pas s'abattre sur vous la rigueur de la loi, vous allez continuer. Et de ligne rouge en ligne rouge, c'est des entreprises qui vont mettre la clé sous le paillasson. On espère évidemment que le processus de restauration implémenté par le Comité pour la transition et la restauration des institutions depuis le 30 août 2023 arrive véritablement à prendre corps, qu'il y ait cette remise en cause des populations gabonaises, surtout celles qui sont en responsabilité dans la haute administration au sein des entreprises. David Kevin Ngama, je ne vais pas vous laisser partir comme ça, puisque au-delà de votre riche expérience dans le domaine bancaire, vous êtes également un acteur politique. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous aviez été secrétaire général de l'Union pour le développement et la liberté, un parti politique qui a été dans la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Récemment, vous avez pris une part active à la campagne référendaire organisée en Ogo et Vindo dans la commune de Makokou pour le compte du camp du Hui. Aujourd'hui, le Gabon est engagé dans un processus de réécriture de son code électoral. D'abord, rapidement revenir sur votre engagement pour le camp de Hui dans la campagne référendaire. Pourquoi? Alors, cet engagement, il est normal. Vous l'avez si bien dit, j'ai été par le passé secrétaire général d'un parti politique de la majorité. Et aujourd'hui, j'ai été coopté dans la commission communale par Madame le conseiller spécial du président, secrétaire général du Conseil des ministres, Madame Solange Guiaquier, qui m'a fait l'honneur de me proposer dans la commission communale à Makokou, où j'étais chargé de la mobilisation adjoint. Et ce fut une expérience enrichissante. Premièrement, nous avons, pour ce qui est du cadre de Makokou et de l'Ogo et Vindo, nous avons compris que nous pouvons travailler ensemble. On a souvent taxé l'Ogo et Vindo comme, généralement, Makokou, comme une province où les divisions sont toujours exacerbées. Mais cette fois, c'est le constat de tous, nous avons pu travailler ensemble. Parce que la dynamique était une dynamique unitaire. Nous avions un même objectif, c'est-à-dire nous croyons à cette constitution et nous l'avons défendue bec et ongle auprès des populations. Et le résultat a été celui-ci. Parce qu'il n'y a pas eu des divisions que nous connaissons souvent lorsque nous allons chacun pour sa chapelle. Nous étions unis, on avait des frères qui étaient pour le non, que nous respectons. D'ailleurs, c'est le Gabon que nous voulons. C'est-à-dire que c'est un combat d'idées, pas un combat de personnes. Donc, nous étions sur un terrain où il y avait beaucoup d'a priori. Il y avait beaucoup d'a priori, tout simplement parce que certains leaders, et pas des moindres, qui prenaient le nom, étaient originaires de Makokou. Donc, sont originaires de Makokou. Donc, nous avons dû faire œuvre d'humilité. On vous avait promis une véritable adversité sur le terrain, sachant que la commune dans laquelle vous avez fait campagne pour le camp du Hui était une commune considérée comme étant une forme de bastion pour le Parti démocratique gabonais, notamment dans le département de Tanlouli, dont vous êtes originaire, à l'Ermitan et au village Estique. Alors donc, comment vous avez réagi après l'annonce des résultats? Quand vous avez appris que le Hui l'a emporté, c'était un véritable raz-de-marée du Hui dans cette partie du Gabon. Alors, l'Ogo et Vindo a été crédité de 95% et poussière.
ce n'est pas une surprise, puisque vous ne pouvez pas obtenir quelque chose sans travailler. Nous avons fait un travail sur le terrain, en amont, et nous n'avons pas été surpris des résultats. Et sur certains bureaux, nous avons même été au-delà de nos prévisions en termes de résultats et de performances. Donc, je pense que c'est la qualité des hommes qui ont conduit cette campagne, c'est la qualité du message, surtout l'unité dont nous avons fait preuve. Et les populations ont pu observer. On a pu faire un melting pot de personnalités d'horizons divers. Et aujourd'hui, au niveau de la commune de Makoko, dans le département de Tandoli, vous voulez capitaliser sur les résultats de cette élection référendaire, sur cette fusion que vous avez pu créer, osmose que vous avez pu créer entre les filles et les fils de Tandoli, parce qu'il y a un projet, on l'a vu dans les médias publics, un rassemblement des filles et fils de Tandoli à la Chambre de commerce récemment pour mettre en place une plateforme nouvelle qui s'appelle Tandoli en marche. Je vois que vous êtes bien informé, M. Pambou. Ben, je suis journaliste. Je crois que... Je suis l'actualité. Alors, au sortir du référendum, nous nous sommes tous interrogés. Évidemment, il faut maintenir la dynamique. Parce que la politique, c'est une question de terrain, de contact avec les populations. Il ne faut pas donner l'impression que le contact, il est à but électoral, comme on dit. Mais il faut maintenir, il faut aller au contact de vos populations, il faut écouter leurs doléances. Et au sortir du référendum, le reproche nous a été fait de savoir, vous êtes arrivés unis. On espère que pour les prochaines élections, vous garderez la même unité, la même entente. Et c'est ce que nous voulons bâtir aujourd'hui. Madame le conseiller spécial du président de la République, secrétaire général du Conseil des ministres, Solange Guiaquié, avec d'autres de ses frères, ont décidé de maintenir cette cohésion. Et vous ne pouvez pas, comment dire, nous sommes natifs du 2e arrondissement et du canton de Tandoli. Nous devons commencer d'abord par nos propres familles. Donc, nous avons imaginé, quand je dis nous, c'est Mme Guiaquié Solange et ses frères et sœurs, père et mère, nous avons imaginé qu'il fallait, pour maintenir cette dynamique sur le canton Ntalouli et le 2e arrondissement, il fallait une structure qui ne soit pas une association de plus, mais plutôt un laboratoire, un creuset, où tous les fils, sans exclusive, il faut le préciser, nous pouvons être d'obédience politique, ok, opposés, mais lorsque nous devons construire, lorsque nous devons réfléchir pour l'essor du canton Tandoli et du 2e arrondissement, c'est-à-dire notre siège, nous devons être un. Lorsque les élections vont arriver, chacun, nous respectons. De la même manière, dans les statuts des associations, on respecte la religion, ça devrait être la même chose aussi au niveau des opinions politiques. Nous sommes tous les deux natifs d'un Tandoli, ok, de Makoko. Vous êtes dans l'opposition, je suis dans la majorité. Mais lorsqu'il faut travailler pour bâtir des projets, pour le bien de nos populations, on peut travailler ensemble. Lorsque l'élection arrive, je respecte votre choix, vous respectez le mien. D'accord. C'est ce type de structure que Mme Guiaquié a imaginé. Et c'est une œuvre louable quand j'observe l'engouement. Nous avons créé un forum WhatsApp, nous sommes à plus de 400 et quelques adhérents. Donc c'est pour vous dire que cette dynamique que vous avez observée pendant le référendum va continuer. Et c'est d'ailleurs pour le bien de notre contrée que ces fils soient enfin, parlent d'une même voix lorsque c'est des sujets pour l'intérêt de tous. Vous êtes donc dans une démarche inclusive comme celle implémentée une fois de plus par le CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, dont le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a donc dit toute sa détermination à faire respecter toutes les séquences de cette transition comme celle qui se profile à l'horizon en rapport avec la réécriture du code électoral. Rapidement, on va terminer par là avant de mettre un terme à cette émission. Le temps est passé trop vite. Qu'espérez-vous concrètement par rapport au nouveau code électoral?
C'est pas qu'est-ce que j'espère. Il ne s'agit pas juste de mon opinion. Mais ce que les Gabonais espèrent. L'objectif d'un code électoral, c'est la transparence. Je pense que c'est l'objectif premier. C'est-à-dire la description des différentes séquences électorales. Mais in fine, c'est la transparence. Pour moi, mon seul souhait aujourd'hui, c'est que ce code électoral reflète les aspirations des Gabonais lors du dialogue national. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai été agréablement surpris de voir qu'au Gabon, on peut donner les résultats le lendemain. D'une élection, oui. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse, comme on dit chez nos frères camerounais, la danse Bafia? Vous avancez d'un pas, vous reculez de trois. Vous connaissez cette danse? Voilà. On a avancé d'un pas. Pourquoi devons-nous reculer aux prochaines élections? Pour moi, mon rêve, c'est qu'au Gabon, on ferme les bureaux de vote à 20h. Comme dans certains pays, la photo du président de la République à 20h est devant la télé. Nous avons les moyens, ce n'est pas des extraterrestres qui font ça dans d'autres pays. C'est un problème de volonté. Et je crois que nous sommes, avec l'avènement du CTRI et du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, nous sommes sur cette voie. Et le code électoral ne devra faire que ça rimer aux désidérata des Gabonais, c'est-à-dire avoir des élections transparentes où les vaincus salueront les vainqueurs. Et je crois que notre pays va se mettre sur les rails du progrès et de manière croissante. David Ngama, c'est sur ces mots que va donc se refermer cette émission. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa afin que vous nous apportiez vos éclairages en tant que banquier au regard de votre riche expérience, on l'a dit, dans le monde de la banque et de la finance, bientôt 25 ans. Merci beaucoup. Vous avez peut-être une conclusion? Juste vous remercier de m'avoir invité et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Et j'espère avoir été à la hauteur de vos attentes et des attentes des Gabonais qui nous regardent. Merci beaucoup, merci beaucoup. On espère vous retrouver évidemment dans nos prochains programmes. Ainsi se referme cette émission, le métronome du jour. Merci de l'avoir regardé et bonne suite des programmes sur Télé Africa.